Ce vendredi, la formule est bien connue, c'est la dernière édition de la semaine de la revue Les Grandes Unes. Madame, Messieurs, merci d'être encore ce matin. La presse est dans les kiosques, comme l'expression parle bien entendu de campagne de Paul Biya. Rude bataille dans le sérail, c'est le grand titre du journal ce matin. Le journal fait savoir que la nouvelle n'est pas encore officielle, mais c'est probablement le ministre directeur du cabinet civil qui a donc annoncé à la direction de la campagne du locataire d'études, une éventualité qui provoque d'ailleurs de fortes émotions chez certains pontes du régime. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également des obsèques. Kadi de Fosso reçoit les hommages religieux. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain, le cardinal Christian Toumi ont célébré une messe pontificale à l'honneur du capitaine d'industrie. C'est en page 4 de ce numéro qui s'intéresse aussi à la crise anglophone, les populations contraintes à l'effort de guerre de plus en plus. Les terroristes saisissent d'ailleurs individuellement les gens pour leur intimer de mettre la main dans la poche pour financer leur guerre et promettent en même temps le feu à ceux qui ne s'exécutent pas du tout. Donc un autre aspect de la terreur ambiante à découvrir dans le journal en page 2. Le journal qui parle également de la région de l'Ouest de Cameroun. Ces localités sous la menace des sécessionnistes en raison de leur proximité avec l'une des régions anglophones. Elles subissent aussi régulièrement des incursions de groupes armés. En page 2 du journal, la nouvelle expression. D'autres sujets sont également à découvrir. Si vous faites un tour dans les kiosques, puisqu'on parle aussi de la présidentielle avec la communauté internationale, qui inquiète d'ailleurs par rapport à tout cela. L'organisation de ce grand rendez-vous, l'Union africaine, veut prévenir des violences que pourrait donc connaître le Cameroun avant, pendant et après, au lendemain donc de la présidentielle du 7 octobre prochain, page 6 du journal La Nouvelle Expression. Le du Sahel, qui est dans les kiosques ce matin, parle du Cameroun. 3,5 millions de personnes exposées au choléra. C'est en page 4 du journal. Le du Sahel s'intéresse aussi à la présidentielle 2018. La garde est rapprochée aussi dans le Grand Nord à découvrir les visages de toutes ces personnes qui soutiennent donc Joshua aussi et qui accompagnent le Social Democratic Front à ce scrutin du 7 octobre prochain. On parle également de la Damawa, donc où les populations s'opposent donc à la création de 2 réserves foncières, évaluées donc pratiquement à plus de 433 millions d'hectares, 33 000 hectares pardon, de terre. C'est en page 3 du journal. Ce matin, d'autres informations sont également à découvrir, parlant du Grand Nord, du Nord également, où on retrouve 53 nouvelles victimes du VIH-Sida détectées en août 2018. C'est dans le journal Les du Sahel. Le journal essentiel qui est dans les kiosques parle du nord-ouest et du sud-ouest. Les terroristes menacent, le gouvernement rassure. Tout un dossier pour comprendre exactement quelle est la formule utilisée pour ces 2 cas. Selon bien sûr le journal ce matin, d'autres informations sont également à découvrir parlant de l'évocation donc du rappel des mémoires de l'assassinat de Ruben Oumiobe dans le journal essentiel de ce matin. Et puis le journal Émergence, le quotidien privé bilingue, parle de gestion de la crise anglophone. Les fidèles de Paul Biya peuvent-ils se retourner contre lui? C'est une question au lendemain de ce qu'on observe en tout cas sur le terrain. On se pose une question également avec 10 experts qui s'affrontent sur le sujet, comme c'est le cas tous les vendredis dans le journal L'Émergence ce matin également. Donc vous pouvez découvrir tout cela. Le journal parle également du ministère de la Jeunesse où des jeunes remettent à Mounouna Foussou une motion de soutien destinée donc à soutenir Paul Biya. C'est dans le numéro de ce matin et aussi d'autres informations à lire toujours dans la presse qui est disponible dans les kiosques. Mutation qui parle de 60 ans après son assassinat. Oumiobe, héros de la campagne électorale. C'est ce que dit le journal en page 7. Le journal s'intéresse aussi à d'autres informations qui sont aussi intéressantes que je vous invite à lire également ce matin. Le quotidien Le Jour, pour sa part, s'intéresse à la localité de Maroua qui attend Paul Biya à travers notamment les travaux qui sont menés donc dans la ville. On se pose des questions. Ira-t-il ou pas? De toute façon, on constate simplement qu'il y a le président de l'Assemblée nationale et les élus locaux, notamment les maires, ainsi que le délégué du gouvernement de la ville, s'accordent en tout cas sur un certain nombre de travaux à effectuer dans la ville. Et c'est visuel d'ailleurs, et le journal s'est intéressé donc à cet aspect. Le journal s'intéresse ici au top 10 des sportifs camerounais les mieux payés. Donc c'est dans le journal disponible ce matin. On s'intéresse également à l'éducation. L'école sans livre, comment ça se passe? C'est la question. C'est dans le quotidien Le Messager de ce matin. Le quotidien de l'économie, pour sa part, parle de la présidentielle 2018. Ce qu'ils font en dehors donc, de la politique, ils sont nombreux, parlant notamment de ces candidats au scrutin du 7 octobre prochain. Qu'est-ce qu'ils font véritablement? Ils s'occupent à faire quoi? C'est ça, le dossier proposé par le journal, et avec d'autres informations aussi que vous aurez à lire. Après avoir fait un tour dans les kiosques également, Le Messager s'intéresse à l'agression du diplomate russe, le régime de Yaoundé sous pression. C'est ce que dit le journal en page 8.
Le même journal parle également du RDPC, parlant des stratégies de campagne. Le RDPC est en quête de sérénité, selon le journal, en page 2. Le journal parle également des produits contaminés au Cameroun. Les balbutiements du gouvernement sont également à découvrir dans le même numéro, disponible ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ces derniers jours de la semaine. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous également ce matin, comme tous les vendredis. Le papier de la presse, Camille, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien. La presse est disponible, comme vous, sur ce plateau. Les lecteurs auront également la possibilité d'aller lire les articles. Donc nous commençons par cette campagne de Paul Biya, rude bataille dans le sérail. C'est la nouvelle expression qui nous l'apprend. La nouvelle n'est pas encore officielle selon le journal. Il faut dire... C'est le ministre directeur du cabinet civil qui pourrait être le directeur de campagne de Paul Biya. Ce ne sont que des rumeurs et des conjectures qui circulent depuis longtemps. Vous savez que jusqu'à cette élection, toutes les précédentes avaient eu pour directeur de campagne généralement les premiers ministres. Bon, on a eu, je crois, Simon Achiliachou, on a eu Peter Mafani Moussongue et on a eu Yang Filemon. Bon, beaucoup de gens pensent que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Ce sera plutôt, ça risque d'être Mvondoayolo, le tout nouveau directeur du cabinet civil, mais rien n'est confirmé. Une chose est sûre, c'est seul le président de la République qui va désigner son directeur de campagne, mais il faut savoir aussi que cette élection, d'un genre absolument incomparable par rapport à toutes les autres, va aussi mobiliser beaucoup d'argent. Donc c'est certainement parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va être mobilisé, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui a été collecté par les élites et par les populations. C'est pour ça qu'on se dit que bon, cette fois-ci, ça pourrait ne pas être comme toutes les autres fois. Mais le nom de Mvondoayolo circule avec insistance, tant il est connu qu'il bénéficie d'une très très grande confiance du chef de l'État. Très bien. Alors, lorsqu'on lit l'article de la nouvelle expression ce matin, Georges Semé, on peut retenir qu'il y a quand même cette bataille, ce qui tout au moins alimente un peu cette bataille, même si ce n'est pas encore officiel. On comprend que par le passé, c'était un agent qui était géré, en tout cas à l'emporte-pièce. Chacun prenait sa part et allait faire ce qu'il avait à faire, mais avec le nouveau directeur du cabinet civil, il est rigoureux dans la gestion. Et on apprend à travers l'article que ça risque de ne pas plus être comme ce qui s'est déroulé par le passé. Oui, le doyen a fait tout à l'heure un panorama de ces premiers ministres qui ont été à chaque fois les directeurs de campagne du président de la République. Et cette fois-ci, une partie de la presse avait mis en avant le premier ministre Philemon Yang qui, en réalité, lors des élections de 2011, il était le directeur de campagne du président de la République et en 2018, une certaine presse prétendait que c'est lui encore qui allait être le directeur de campagne en ce qui concerne la présidentielle de 2018. Mais rien n'est officiel à quelques jours, je crois, à 10 jours seulement du démarrage de la campagne électorale. Et les journaux en sont encore à suppléter sur celui qui va effectivement coordonner la direction de cette campagne électorale au profit du candidat du RDPC. Mais je note quand même qu'à chaque fois, c'est la même agitation. On l'a vu, lorsqu'il fallait appeler à sa candidature, c'était toujours le branle-bas populaire autour de cet appel à la candidature du président. Finalement, il a posé sa candidature, son dossier a été validé. Après la validation du dossier, on a vu la même agitation lorsqu'il fallait collecter les fonds pour non seulement sa campagne électorale, mais également pour son déploiement sur tout le territoire, du Cameroun dans le cadre de cette campagne. Ce n'est pas fait exprès. Je crois que c'est une mauvaise manière de la part des fidèles du président de la République de non seulement s'agiter, mais de montrer que ils lui font toujours confiance et qu'ils sont toujours prêts à le défendre, quelles qu'en soient les circonstances, malgré les nombreuses crises qui sévissent au Cameroun. Ils sont toujours là et ils le prouvent par tous les moyens. Donc l'agitation, en ce qui concerne l'élection présidentielle, confirme ce qui s'est passé bien auparavant. Mais rien n'est officiel. Et il se pourrait bien évidemment que ce soit le directeur du cabinet civil qui dame le pion cette fois-ci au Premier ministre, qui est déjà ont souvent, qui ont souvent bien évidemment dirigé la campagne électorale du président de la République. Mais vous savez que derrière ce positionnement politique, il y a aussi une grosse histoire de gestion des fonds. Il y a eu des collectes qui ont été effectuées, mais il y a également les financements publics qui arrivent et c'est en toile de fond
cette bataille pour le contrôle de ces fonds qui font que on observe cette agitation autour de la candidature du président de la République. Mais rien n'est officiel jusque-là, à quelques jours du démarrage de cette campagne. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter que, vous savez, le nom de Mvonda Ayolo qui est annoncé, on peut aussi interpréter ce nom balancé comme une stratégie pour essayer d'empêcher que Paul Biya le prenne, parce que vous savez que Paul Biya a horreur que les gens annoncent ses choix avant qu'ils ne les rendent publics. Mais il y a tout de même une situation, moi, qui me fait penser qu'il soit possible que ce soit justement des gens qui veulent empêcher que Mvonda Ayolo ne soit nommé directeur de campagne, qui balancent ce nom pour ulcérer Paul Biya. Vous savez, l'année dernière, en 2017, il y a plein de journaux qui avaient, alors que M. Béling Eboutou était encore le directeur du cabinet civil et que M. Mvonda Ayolo était ambassadeur du Cameroun à Paris, il était arrivé ici au Cameroun, il a passé quelques semaines. Mais vous avez lu dans certains journaux, dans 3 ou 4 journaux qui ont tiré successivement sur M. Mvonda Ayolo, en disant que l'ambassadeur du Cameroun vient faire quoi au Cameroun? Il vient au Cameroun alors qu'il devrait rester à Paris. Il est venu ici, lorgner de poste de directeur du cabinet civil. Il veut être directeur du cabinet civil, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Paul Biya ne choisit qu'il veut, donc il est en train de faire du lobbying pour... Or, tout a été dit en fait. À la surprise générale, un an plus tard, c'est Mvonda Ayolo qui a été nommé. Donc, ce sont ses ennemis qui étaient en train de le mettre sur le grill, en vendant la mèche avant le temps. Bon, serait-ce le cas cette fois-ci, on peut se poser la question. Mais toujours est-il qu'il y a de grosses chances que ce soit M. Mvonda Ayolo qui dirige la campagne du chef de l'État. Très bien. Du candidat sortant. Voilà, donc c'est dans le journal en page 3 de la Nouvelle Expression ce matin qui rappelle quand même et insiste un peu pour dire que la nouvelle n'est pas encore officielle. Mais rien n'est officiel. Ça se dit dans les coulisses. Voilà, et j'estime que c'est absolument, c'est tout à fait... c'est tard pour le candidat sortant qui devrait quand même déjà, à quelques jours du démarrage de la campagne, désigner son directeur de campagne, qui est, comme vous le savez, un poste stratégique et très conforté, comme le démontrent encore nos confrères de la Nouvelle Expression, parce qu'au sein même de la présidence de la République, on se rend compte qu'au secrétariat général, on fait des yeux doux pour contrôler la direction de campagne. Au cabinet civil, c'est pareil, mais également au sein de l'appareil du RDPC, on voudrait bien s'arroger la direction de campagne du président de la République. Donc, à quelques jours seulement, il faudrait bien qu'on nous dise, qu'on clarifie la situation sur la direction de cette campagne. Puisqu'on parle de campagne de Paul Biya, on va rester dans la présidentielle avec le journal La Nouvelle Expression également ce matin, qui parle un peu de la communauté internationale qui inquiète face à l'organisation même du scrutin, l'Union africaine, qui veut prévenir les violences avant, pendant, ou qui pourrait donc connaître, ou que pourrait connaître le Cameroun pendant, ou avant, pendant et après le scrutin. Oui, la situation est préoccupante et il n'y a pas que l'Union africaine qui a effectué une sortie pour s'inquiéter en parallèle avec la crise anglophone sur la faisabilité même du scrutin présidentiel dans toutes les régions. Il est tout à fait acquis aujourd'hui que dans les 8 régions, c'est sûr, il y aura scrutin, mais dans les 2 autres régions, on est tenté de s'en inquiéter parce que le déploiement dans toutes ces zones sera extrêmement difficile avec le climat insécurité que nous connaissons. À côté de l'Union africaine, il y a Human Rights Watch qui a également tiré la sonnette d'alarme à toutes les parties, d'abord les sécessionnistes et également à l'État du Cameroun, pour que se tiennent effectivement les élections. Mais entre les discours et la réalité, il y a bien évidemment un fossé. Est-ce que les sécessionnistes permettront que l'ECAM déploie son matériel pour que se tienne cette élection? Jusque-là, d'après leur communiqué, ils ne voudraient pas que ce qu'ils appellent l'Ambazonie soit le théâtre des élections organisées par la République du Cameroun. Et de l'autre côté, l'État du Cameroun dit prendre toutes les dispositions pour que les élections aient lieu intégralement dans tout le territoire du Cameroun. Donc, que ce soit sur le plan national et sur le plan international, on a le droit de s'inquiéter et bien évidemment le 7, on verra comment l'ECAM va se déployer dans les différentes circonscriptions. Camille, ce n'est pas la première fois, l'Union africaine s'est toujours interrogée sur le fonctionnement et au lendemain, ou à la suite de ce qui se déroule quand même dans les régions anglophones. Ce n'est pas la première fois, même si aujourd'hui l'inquiétude persiste pour ce qui est de l'Union africaine. Non seulement l'inquiétude persiste, mais l'inquiétude augmente. Quand on note la multiplication des actes d'atrocité, de barbarie de la part de ces anglophones, et nous l'avons souvent dit ici, ils font tout. Leur objectif fondamental, leur premier objectif avait été de tétaniser la rentrée scolaire, ce qui a été fait. Maintenant, leur grand objectif, c'est bien évidemment l'élection présidentielle. Et à ce niveau-là, je pense que la communauté internationale, même d'abord la communauté nationale, a le droit, a le devoir de s'inquiéter et de prendre toutes les mesures afin que, effectivement, non seulement il y ait
le moins de troubles possible, mais que l'élection puisse se tenir. Parce que personne n'est contre le report de l'élection présidentielle. Mais seulement, on sent qu'avec la présence de plus en plus persistante d'actes d'horreur et de barbarie dans ces zones-là, il y a des chances que, justement, les élections soient entachées d'actes de barbarie avant l'élection, comme on le voit aujourd'hui, pendant l'élection et certainement après l'élection. Donc, il y a de quoi être inquiet. Mais je sais une chose, c'est que nos autorités militaires et judiciaires sont en train de multiplier les stratégies pour éventuellement prendre la mesure du danger. Très bien. On a entendu la bouche du ministre de l'administration territoriale qui donnait comme instruction au gouverneur des régions, préfets et autres, qu'il faut sécuriser au maximum à tous les niveaux la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après le scrutin. Oui, tout à l'heure, je disais qu'il y a le discours, mais il y a aussi la réalité sur le terrain. On a donné des instructions et parlant d'instructions, il y a une note confidentielle quand même du secrétaire général de la présidence qui demande qu'on réinstalle certains responsables qui ont déserté leur poste en zone anglophone. Le délai qui a été donné est dépassé. Tout à fait. Donc, je vais juste dire que ça traduit quand même le malaise qui sévit aujourd'hui en zone anglophone. Il y a le discours des politiques, des administrateurs qui veulent que la présence de l'État soit conservée dans ces zones. Et il y a l'autre discours réel qui montre qu'il n'est pas du tout possible pour ces fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires d'assumer leur mission. Et ce sera également le cas avec Elecam qui aura bien évidemment des difficultés pour se déployer sur le terrain hostile où sévissent plutôt des bandes armées que des fonctionnaires qui ont été envoyés par l'État central. Mais d'ailleurs, je sais, mais vous savez, cette circulaire du secrétaire général de la présidence de la République est effectivement très très controversé aujourd'hui parce que beaucoup de personnes, une grande partie de l'opinion estime que le secrétaire général peut leur demander de retourner dans leurs postes qui sont en plein terrain de guerre. Mais lui, qui est dans son bureau de Yaoundé, si on lui demandait d'aller travailler, ce ne serait pas le cas. Or, quand les uns et les autres se souviennent que jusqu'à présent, le sous-préfet de Batibo, qui a été enlevé le 11 février 2018, qui n'a même pas encore été retrouvé, et ces sous-préfets qui savent très bien qu'ils ne sont même pas valablement protégés par des dispositifs militaires conséquents, il est difficile de demander à ces gens d'exiger de ces fonctionnaires d'aller sur le terrain et de se remettre à travailler comme si de rien n'était. Non, moi je pense que le secrétaire général de la République aurait pu se passer d'un communiqué comme celui-là, mais prendre plutôt des dispositions en sourdine, en catimini, pour que la sécurité de ces personnes soit renforcée au maximum par une trentaine, quarantaine, même une cinquantaine de militaires du BIR pour assurer leur sécurité et leur permettre d'être beaucoup plus rassérénés. Or, quand il leur ordonne, il leur envoie d'aller, il leur intime d'aller s'installer et de prendre leur fonction. Moi, je pense que c'est un peu difficile à accepter. Alors, et puisque vous l'évoquez, après la présidentielle ou à côté des inquiétudes de la communauté internationale, il n'y a pas que la nouvelle expression qui s'intéresse à ce rendez-vous. Plusieurs tabloïds s'intéressent également à la présidentielle avec des sujets divers et que la nouvelle expression revient également à parler ce matin des populations contraintes donc à l'effort de guerre pour ce qui est des régions anglophones. Dans le cadre de cette crise également. Oui, en tout début de crise anglophone, les bandes armées, puisque il s'agit, on va les appeler désormais ici, les bandes armées avaient pris le soin de pensionner certaines personnes ciblées dans les deux régions anglophones. Mais on se rend de plus en plus compte que ça s'étend petit à petit aux populations qui sont obligées de payer une sorte de taxe à l'indépendance de l'Amazonie, et avec au bout du refus des représailles. C'est la réalité malheureusement de cette guerre, et ce n'est pas seulement l'apanage du Cameroun, on le voit dans d'autres sales guerres qui sévissent dans d'autres pays, et malheureusement le Cameroun est aujourd'hui rattrapé par cette réalité. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est tout à fait malheureux. On observe des tueries, des attaques des édifices publics, mais maintenant c'est le rançonnement des populations qui devraient payer un effort de guerre. Et si vous ne le faites pas, vous serez malheureusement lynché. C'est le revers de cette médaille. On espère que les gens reviendront à la raison. Et le corollaire de cette exigence des sécessionnistes, c'est que malheureusement, lorsque vous n'avez pas le moyen de payer, vous êtes obligé de quitter
votre lieu d'habitation pour aller vous réfugier ailleurs. On l'a vu avec le cas de Njombe récemment, où ils ont effectué une incursion, menacé des gens et demandé même des rançons. Ceux qui n'avaient pas le courage d'y rester ou alors de s'acquitter de cette taxe étaient obligés tout simplement de plier bagages et aller s'installer ailleurs. Donc c'est le réveil de cette crise que nous déplorons malheureusement. Très bien, Camille, ce sont toujours des sécessionnistes qui posent des actes du genre ou alors ce sont pratiquement certains bandits qui profitent de la situation pour arnaquer, escroquer les populations? Flavien Malo, je vous l'ai toujours dit ici, je vous ai dit que ce phénomène qu'on enregistre, qu'on vit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, ce phénomène allait se transformer en grand banditisme. C'est du grand banditisme parce que quand on réalise que des personnes sont kidnappées, relaxées après que leur famille ait payé des rançons. Il y a des villages entiers qui ont été cambriolés, vidés par ces bandes armées après que les populations se soient enfuies. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des menaces directes qui sont adressées à des personnes qui ont un peu, beaucoup, pas beaucoup et beaucoup d'argent. L'exemple le plus typique, c'est celui de la compagnie de transport Amon-Mezam, dont 8 bus ont été cassés sur la route du nord-ouest la semaine dernière, tout simplement parce que ces gens avaient demandé depuis très longtemps à Mont-Mezam de verser 10 millions de francs. Il n'a pas fait, il en a payé le prix. Et un bus cassé comme cela coûte 120 millions de francs. Alors vous imaginez 8 bus cassés, imaginez autant de chauffeurs qui se retrouvent dans le chômage, imaginez les difficultés de la société maintenant à fonctionner et même à se délocaliser. Donc ça pèse sur les populations, ça pèse sur l'économie, ça pèse sur le social. Et là maintenant, ils exigent l'effort de guerre. Cet effort de guerre, est-ce que c'est eux qui ont entrepris leur guerre? Pourquoi faut-il que ce soit les populations qui payent? Donc la situation devient de plus en plus aggravée. Et maintenant, on est tout simplement dans une sorte de mafia où les gens arrivent, ils vous menacent. Si vous ne donnez pas l'argent, on vous tue. Si vous ne donnez pas l'argent, on brûle votre maison. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que la nouvelle expression est titrée forte à propos que les populations contraintes donc à l'effort de guerre. Tout à fait. C'est ce qu'on dit dans le journal en page 2. Alors, Émergence qui pose la question ce matin à la suite de tout cela, de la crise anglophone. Les fidèles de Paul Biya peuvent-ils se retourner contre lui? Une question tellement embarrassante lorsque on regarde le rétroviseur. On n'a pas des exemples de personnes, de fidèles du président de la République qui se sont retournés contre lui. Tout simplement parce que ça tient lieu à l'état de à la forme de notre État. C'est un État centralisé où le président de la République nomme quasiment, est le chef de tout et il nomme quasiment toutes les fonctions. Donc il serait extrêmement difficile pour un fidèle du président de la République de se retourner contre lui. Et à chaque fois que quelqu'un a eu le courage de critiquer la gestion du Cameroun, soit il critique le système en général, soit il critique les hommes du président, mais jamais en s'attaquant directement au président de la République. Or, c'est quand même une chose assez paradoxale parce que j'estime que même si on est nommé par un président de la République, lorsqu'on n'est pas content de la façon dont il gère l'État, il devrait quand même se prononcer en toute liberté sur ce qui ne va pas. On l'a vu tout récemment avec M. Penda Ekoka. C'est vrai qu'il a caressé un peu dans le sens du poil. Il a été conseiller à la présidente de la République. Il est encore conseiller technique à la présidente de la République et il a quand même eu le courage de dire qu'il ne va pas soutenir le président de la République. Je crois que c'est un exemple qui devrait servir et ce n'est pas pour desservir le président de la République, mais c'est pour montrer à tous qu'on peut travailler pour le président de la République, mais ne pas être d'accord avec lui sur certains points. Tout ceci pour le développement du Cameroun. Mais il y a des fonctionnaires carriéristes qui n'osent même pas lever le petit doigt lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui défendent même parfois l'indéfendable. Non, qui viseraient directement le président de la République. Il n'y a que les journalistes qui le font aujourd'hui, qui peuvent dire que le président de la République a fait une chose qui n'est pas tout à fait bien. Il y a aussi les partis de l'opposition qui élèvent la voix lorsque il y a quelque chose qui concerne directement le président de la République et qui ne va pas. Mais en ce qui concerne les fonctionnaires ou alors les militants du RDPC, les cas sont très très rares et ils sont toujours là à faire ces louanges à chaque fois, même si on observe que rien ne marche dans ce pays. Est-il possible? Vous savez, Flavien Valou, cette question me fait passer à la situation de Blaise Compaoré, qui, voulant se porter candidat à une énième élection, a trouvé à rencontrer l'opposition de ses propres ministres, des ministres qu'il avait nommés lui-même, et qui l'ont lâché.
qui l'ont lâché parce que face à son obstination. Ça, c'est un cas extrême, un des rares cas vus en Afrique. Au Cameroun, il est difficile que ce soit le cas, comme le dit Georges Sémé. Les ministres du président de la République, surtout ses proches, ne peuvent le lâcher en aucun cas. Il y a même des proches qui sont tout simplement en prison. On a vu hier encore à Tanganakuna, qui est en prison, qui du fond de sa prison demande aux populations de l'Aleki de soutenir Paul Biya. Ça veut dire qu'il est en prison, mais Paul Biya l'a laissé aller en prison, mais il continue toujours à le soutenir. Mais imaginer que les proches, très proches de Paul Biya sont prêts à le soutenir, à le lâcher pendant cette campagne ou pendant l'élection, non, c'est difficile à entrevoir. Moi, ça me fait penser à la situation d'un ministre du Sud qui, dans une réunion tenue avec des notables et tout ça, tout ça mendie. C'est-à-dire qu'en les regardant droit dans les yeux, Paul Biya en Zamba, hein, il est hors de question qu'on le lâche. Alors, vous savez... Enfin, traduction, c'est que Paul Biya est le Dieu. Voilà. Donc, non, il y a très peu de probabilité que les fidèles de Paul Biya le lâchent en ce moment, puisqu'ils y vont même de leur propre survie. Très bien. En fait, il y a 10 experts qui s'affrontent également sur cette même question dans le journal Émergence ce matin. Mesdames et messieurs, je voudrais m'adresser à ceux qui nous regardent que nous sommes arrivés à la fin de cette édition, puisque nous sommes vendredi et comme vous le savez, l'opération reste désormais en vigueur. Vendredi, sauf qui revient en France. Donc, merci. Bon week-end à vous et bon retour aux différentes rédactions, surtout sans excès. Allez, à lundi, 9h15.